Bonjour, aujourd'hui on va voir la constante d'Hermite, qu'on appelle généralement gamma n. Alors cette constante, on la retrouve en géométrie arithmétique. On retrouve ce genre de problème dans l'épreuve 1, donc l'épreuve maths gênée de 2020 à l'agrégation externe. Regardez, ça fait un joli développement, vous allez voir. Ça demande tout de même d'admettre, de connaître un minimum de choses sur les réseaux. Et j'ai fait ça déjà dans des vidéos. Ne serait-ce que savoir que donc vous avez un réseau finalement, c'est le réseau de forme normale, on va dire, c'est Z puissance n, les Z réseaux. Et les sous-réseaux de Zn, eh bien, c'est des sous-groupes, c'est juste des sous-groupes de Zn, et ils possèdent une Z base. Voilà, ça, faut savoir qu'un sous-réseau de Zn possède une Z base. Ça se démontre très facilement par récurrence avec des techniques que je vais montrer d'ailleurs ici. Mais autant on va montrer 2-3 techniques, mais on n'ira pas jusqu'à prouver ce petit lemme qui est pas si difficile. Alors regardez quand même le théorème. Il dit la chose suivante. Si Q, c'est une forme quadratique définie positive sur Rn, on va prendre EI, la base canonique de Rn. Je vais appeler delta de Q le déterminant de la matrice de Q dans la base canonique, EI. J'appelle lambda de Q le min de Q de X quand X décrit Zn moins 0. Alors on va voir qu'il existe bien, que c'est bien défini. Eh bien, il existe maintenant une constante gamma n, la constante d'Hermite, strictement positive, qui ne dépend pas de Q, qui est indépendante de Q, telle que lambda de Q est inférieur ou égal à gamma n delta de Q puissance 1 sur n pour toute forme quadratique définie positive. Alors bien sûr, ce qu'on appelle gamma n, la constante, ce sera le minimum. Mais là, on va montrer l'existence d'une constante qui vérifie ça. Alors, on va commencer par un petit préambule. D'abord, delta de Q est invariant par changement de base, à condition que le déterminant de P en valeur absolue soit égal à 1. D'accord? Bon, ça, c'est à bien connaître sur les formes quadratiques. Quand on fait un changement de base, la nouvelle matrice, ici on avait une matrice S, et la nouvelle matrice, ça va être P transposé SP, donc son déterminant, c'est det de S fois det de P au carré, donc det de P au carré vaut 1 d'après ça, donc ça fait det de S. Donc delta de Q ne change pas quand on transforme cette base-là en une autre base, mais avec une matrice de passage de valeur absolue égale à 1, en déterminant. Deuxièmement, lambda de Q est bien défini. Oui, alors ça, c'est important. On va se donner déjà un x0 dans Zn moins 0. Donc forcément, Q de x0 va être non nul, puisque x0 est non nul. Q est défini positive, donc racine de Q définit une norme, une norme quadratique, ça c'est bien connu. Je vais prendre, même si c'est pas utile, la norme standard, on pourrait s'en passer, la norme standard ici sur Rn, la norme quadratique standard, ici donc racine de la somme des xi carrés. Les deux normes sont équivalentes, donc il existe un A tel que la norme au carré est inférieure ou égale à Q de X, quel que soit X. Donc il existe un A strictement positif, ça c'est l'équivalence des normes. Donc maintenant, si je prends la norme de x, donc strictement supérieure à racine de q de x0 sur a, eh bien j'ai directement que q de x est strictement supérieur à, vous avez élimination, à q de x0. Ce qui veut dire que le minimum ne sera pas atteint à l'extérieur de la boule fermée de centre O et de rayon racine de q de x sur a. Inter, bien sûr, Zn inter 0, puisque c'est là-dessus qu'on cherche ce minimum. Mais ça, c'est un fermé, d'accord? Ça, c'est un discret, c'est un fermé aussi. Donc ça, c'est fermé, borné, donc c'est un compact. Voilà. Et comme c'est compact, eh bien, le minimum va être atteint sur un point.
Donc ici, lambda de Q est bien un min, ce qui fait que lambda de Q, entre autres, est différent de 0. Donc maintenant qu'on sait qu'il existe un tel xn, tel que Q de xn est égal à lambda Q, le minimum sur Zn-0, donc je vais montrer qu'il existe une base, F1 jusqu'à Fn de Zn, qui se termine par xn. Alors pourquoi c'est vrai? Regardez, eh bien ça vient du fait que le vecteur xn est forcément primitif. Primitif, ça veut dire que le PGCD ici de ces coefficients, dans Zn, xi, bon, ils sont non nuls, évidemment, ces coefficients, ils sont non tous nuls, on va dire, le PGCD est forcément égal à 1, parce qu'il s'il était égal à D, alors on pourrait tout diviser par D et rester dans Z, et évidemment, on aurait un Q de X plus petit, strictement plus petit, donc forcément, le PGCD est égal à 1. Ce qui fait que par l'identité de Bezout, il va exister un vecteur UI, I de 1 à n, tel que la somme des UI xi est égale à 1. Alors, avec ce vecteur U, je vais pouvoir construire un morphisme de groupe que j'appelle phi, qui va de Zn dans Z, qui à Y donne la somme des UI YI. Bon, vous voyez bien que c'est Z linéaire, donc c'est bien un morphisme de groupe. Et maintenant, vous voyez bien que Xn, lui, va être envoyé sur 1 par construction, ici. Et donc, quand je vais faire Y moins phi de YXn, eh bien, je suis dans ker de phi. Parce que quand je passe par phi, ça fait phi de Y moins phi de Y fois 1, donc ça fait 0. Maintenant, ker de phi, eh bien, c'est un sous-groupe de Zn, donc il possède une base. Et ce que je viens de montrer, c'est que Y se décompose ici en Y moins phi de YXn plus phi de YXn. Ce qui veut dire que Y se décompose sur ce sous-groupe ker phi plus la Z droite, en quelque sorte, engendrée par Xn. Alors bien sûr, c'est en somme directe, parce que l'intersection est nulle. Et maintenant, comme ker phi possède une Z base, on peut compléter Xn en une Z base de Zn, puisque ça va être libre et général. Bien. Entre EI, ici, et la nouvelle base que j'ai annoncée, que j'ai appelée FI, il va y avoir donc une matrice de passage, d'accord, puisqu'on va d'une base vers une Z base vers une autre Z base, et cette matrice de passage va être dans Mn de Z. Mais elle va être inversible puisqu'on va d'une base à l'autre, donc on est dans GLN de Z, et donc le déterminant va être un inversible de Z, ce qui va faire que la valeur absolue du déterminant est égale à 1. Voilà. Ce qui veut dire que finalement, je peux changer. Donc, vous voyez, d'abord, la forme quadratique ne dépend que de Q, d'accord? Donc, lambda de Q, lui, ne dépend que de Q, pas de la base. Et delta de Q, dépend évidemment de la base, mais on peut faire un changement de base avec, d'après le petit 1, le déterminant de P égale à 1 sans changer delta de Q. Donc je peux supposer que En, le dernier vecteur de ma base, c'est Xn, c'est-à-dire que le minimum est atteint en En. Maintenant, tout est prêt pour montrer ce résultat par récurrence. Alors maintenant, on va pouvoir entamer la récurrence. D'abord, l'initialisation ne pose pas de problème. Pour n égale 1, la matrice de Q, ça va être une constante. Au lieu de la matrice grand S, je vais l'appeler petit s. Ça fait que Q de X, finalement, c'est S fois X2. Le minimum, si on est sur Z moins 0, ça va être bien sûr S qui est le minimum. Et le déterminant, la matrice de Q, c'est S elle-même. Donc le déterminant de S, c'est S. Comme n égale 1, le déterminant de la puissance 1 sur n, c'est S. Donc comparé ici, vous allez avoir S ici, donc gamma 1 convient, et c'est même la meilleure borne, c'est la borne. Au moins pour n égale 1, on la connaît cette borne. Maintenant, je vais supposer, voilà, c'est l'hérédité, donc gamma k existe pour k égale n-1. Donc, je vais poser pour ma forme quadratique définie positive Q
S égale lambda de Q, petit s égale lambda de Q cette fois-ci. D'après ce qui précède, sans perte de généralité, je peux supposer que c'est le dernier vecteur, donc la matrice, le dernier vecteur de la base canonique, là. Donc la matrice va s'écrire Sn-1 par bloc, là, n-1. Ça, ben, ça va être un vecteur ligne de taille n-1. Ça, c'est le vecteur colonne qui correspond. Et là, petit s. Et maintenant, pour avoir un contrôle sur le déterminant, parce que je veux avoir un contrôle sur lambda de Q, mais surtout sur le déterminant, donc je veux les deux, ben, le mieux, c'est de diagonaliser par bloc, ici, d'accord, tout en restant congruent. Bon, alors, regardez ce que je fais, ben, c'est un espèce de pivot de Gauss, vous voyez, mais, alors c'est assez instructif, hein, ce pivot de Gauss en mode symétrique. Ici, je vais mettre identité moins 1, 1. Ici, je mets un vecteur colonne, grand Z, et là, je vais mettre le même vecteur colonne, mais en ligne, cette fois-ci, pour que ce soit transposé l'un de l'autre. Donc ici, S va être congruente à une matrice diagonale par bloc, avec, bien sûr, des blocs symétriques, hein, ici, là et là. Maintenant, il reste à trouver Tn-1 et Z, bien sûr. Donc, c'est une équation qui va donner, bon, quand on va multiplier ici, ça va nous donner Tn-1 plus SZZ transposé, SZ transposé, SZ, S. Voilà, très simple. Donc maintenant, si on identifie, regardez, vous identifiez ça et ça. Ça va vous donner d'abord SZ égale Y, donc Z égale 1 sur S, S qui est différent de 0 évidemment, fois Y, d'accord? Alors attention, hein, ça c'est un coefficient dans le Q, hein. Vous voyez que là, bon, elles sont congruentes, mais pas Z congruentes, hein, vous voyez. Et du coup, Tn-1, quand on va l'identifier, ben, ça va être Sn-1 moins, alors je vais l'écrire en fonction de Y, moins 1 sur S, Y transposé. Voilà. Ok, maintenant que j'ai diagonalisé, je vais pouvoir écrire en fonction de Tn-1 et de S, que je contrôle bien mieux au niveau du déterminant, au niveau... Bon, ici, on va avoir une matrice symétrique et un déterminant que je contrôle. De plus, elle est symétrique ici, définie positive, puisque c'est une sous-matrice diagonale d'une matrice définie positive. Ça, c'est connu. Donc maintenant, quand je vais regarder Q appliqué à mon vecteur, alors ici, je vais mettre une subdivision, j'appelle xn la dernière coordonnée, c'est celle qui m'intéresse, et puis grand xn-1, le vecteur colonne à n-1 ligne, ici. Donc, bon ben, voilà, quoi, j'utilise ça fois ça, puisque ça c'est égal à ça, hein. Donc la matrice ligne, la matrice colonne, ici, et là ma matrice S, qui s'écrit comme ceci. Et en développant tout ça, regardez, c'est pas difficile, on va tomber sur xn-1 transposé, tn-1, xn-1, voilà, ici, ici, ici. Et le reste, je peux mettre S en facteur. Et ce qui va me rester, c'est facile de voir que c'est le carré xn plus S transposé de xn-1 Z, donc ici au carré. Alors je vous fais remarquer, ça c'est un scalaire, ça c'est une matrice ligne par une matrice colonne, donc c'est un scalaire, ça c'est un scalaire. Vous allez avoir du x transposé Z, mais vous allez avoir du Z transposé X, mais comme c'est un scalaire, il est égal à sa propre transposée. C'est pour ça qu'on a le double produit qui nous fait apparaître le carré. Si vous essayez de faire le calcul, vous verrez ça. Donc vous avez ça, voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire un bon choix. Je commence par choisir xn-1, c'est celui tel que tn-1 est minimal, d'accord? On a vu que ça existait, d'accord? Puisque tn-1 est définie positive. Alors je confonds tn-1 avec la forme quadratique. Et maintenant, une fois que j'ai choisi xn-1, j'ai ici un scalaire, d'accord, puisque j'ai Z, bon, tout va bien, j'ai mon scalaire, ici, et je choisis xn, d'accord, qui est dans Z,
et je le choisis de sorte à ce que lui se situe entre moins 1,5 et 1,5. C'est assez classique, hein, puisque mon xn il va de 1 en 1, je peux toujours me retrouver dans n'importe quel intervalle de longueur 1. Donc ici, entre moins 1,5 et 1,5. Donc ça veut dire que lui, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1,5. Donc au carré va être inférieur ou égal à 1 quart. Bilan des courses, lui, le min finalement de Q de X va être inférieur à ce que j'aurais atteint ici, donc inférieur ou égal à lui, qui est égal par le choix de xn-1 à gamma n-1 delta de tn-1 puissance 1 sur n-1, voilà, d'après la formule ici par récurrence, on a supposé l'hérédité, plus, ici, on va avoir S, mais S c'est lambda de Q sur 4, à cause de ça. Alors ça, à partir de cette inégalité, ça veut dire très facilement que lambda de Q est inférieur ou égal à, je multiplie par 4, je vais avoir 4 moins 1, ça fait 3, donc inférieur ou égal à 4 tiers de gamma n-1 delta de tn-1 puissance 1 sur n-1. Voilà. Alors attention, pour l'instant, c'est pas encore gagné, parce que je veux delta de Q, alors qu'ici, j'ai un delta avant. Mais, c'est ce que je vous disais, j'ai le contrôle sur les déterminants grâce à cette forme diagonale. Ici, j'ai delta de Tn-1 fois S est égal à delta de Q. Voilà, et S, c'est lambda de Q. Donc, je substitue, j'ai donc delta de Tn-1 qui est égal à delta de Q sur lambda de Q, que j'écris ici. Je passe ce qu'il faut là où il faut, je prends la racine qu'il faut, et j'ai lambda de Q inférieur ou égal à 4 tiers de gamma n-1, puissance n-1 sur n, et ici, ce que je vais obtenir, après cette substitution, c'est delta de Q puissance 1 sur n. Donc on a montré l'hérédité. Voilà. Alors, pour épiloguer, quelques petites histoires. Gamma 1, lui, on a vu, le meilleur gamma 1 possible est égal à 1. Le meilleur gamma 2 possible, c'est assez facile. Vous voyez que ici, ça nous fait gamma 2. On aurait un bon gamma 2 avec, ici, racine de 4 tiers. Parce que quand n égale 2, ça fait 1 demi, donc, et lui est égal à 1. Donc ça fait racine de 4 tiers. Est-ce que c'est le meilleur gamma 2? Ben oui, parce qu'en fait, il est atteint par la forme quadratique donnée dans la base canonique par 1, 1 demi, 1 demi, 1. Vous vérifiez que ça va bien vous donner un minimum de 4 tiers, racine de 4 tiers. En revanche, quand on va passer à gamma 3, on va avoir un candidat gamma 3 qui va être obtenu ici par récurrence, mais ce ne sera pas le meilleur. Et le meilleur, on s'est montré que c'est racine cubique de 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, Minkowski a encore eu une idée de génie pour ramener ce problème à des problèmes à la Minkowski. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire « je vais changer ma forme quadratique définie positive tout en restant dans le réseau Zn », en fait, il a gardé la même norme et il a fait changer les réseaux de Rn. Voilà, donc des belles idées. Donc on a une norme qu'on note avec les barres, et par contre, on peut changer les réseaux, on va regarder le min sur un réseau. Mais pas n'importe quel réseau, parce qu'on a vu qu'ici, on avait une base canonique, donc on veut des réseaux qui ont un covolume égal à 1. Voilà, parce que sinon, on ne peut pas prendre n'importe quel réseau, évidemment. Il faut que ça garde le covolume égal à 1, exactement comme on a fait en disant que le déterminant de P en valeur absolue devait être égal, de la matrice de passage, devait être égal à 1. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, il arrive au problème, Minkowski arrive au problème de voir si il existe un point entier dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Et ça, les théorèmes de Minkowski, ils savent faire. Donc, il tombe sur le volume de la boule, un problème de volume de la boule, et donc sur la fonction gamma, puisque le volume de la n boule, hein,
Hein. Bon, c'est donné par une fonction gamma. On l'a déjà vu sur cette chaîne. Je vous raconte ça pour vous amener vers la grande histoire, mais notre petite histoire, elle, est terminée.